12h au compteur, nous sommes le lundi 11 mai. Merci de suivre Radio de la Paix pour ce tour d'horizon de l'information. Côte d'Ivoire, le RICS pays s'établit à 6,5 sur 10 selon le dernier rapport de Bloomfield Intelligence, un indicateur en légère hausse qui appelle à une vigilance accrue des investisseurs malgré la résilience de l'économie nationale. La crise au Moyen-Orient s'invite à la pompe en Côte d'Ivoire suite à la fermeture du détroit d'Ormuz. Le prix des hydrocarbures repart à la hausse ce mois de mai, menaçant directement le pouvoir d'achat et l'inflation globale. En page internationale, le Soudan s'enfonce dans le chaos technologique alors que l'ONU dénonce le carnage causé par l'utilisation massive des drones contre les populations civiles. Dans un dossier d'actualité proposé par Ibrahim Komara, le comité de développement local minier lance officiellement une série de projets communautaires et d'infrastructures dans les villages riverains de la mine d'or de Séguéla. L'invité de la rédaction, Christine Hoffman, spécialiste au bureau régional de l'OIT, présente les conclusions de son dernier rapport sur l'évolution des compétences et l'employabilité. Avec elle, nous analyserons l'impact de l'accélération technologique sur les besoins de formation continue. Voilà pour l'essentiel. À la une de l'actualité diplomatique, l'ouverture à Nairobi du sommet Africa Forward. Le président ivoirien Alassane Ouattara y séjourne depuis samedi aux côtés de ses homologues africains et du président français Emmanuel Macron. Cette rencontre co-organisée par la France et le Kenya porte sur le thème des partenariats pour l'innovation et la croissance. Les discussions sont centrées sur 3 piliers: la réforme de l'architecture financière mondiale, la transition énergétique et la création d'emplois pour les jeunes. En parallèle, un forum des affaires réunis des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu est d'attirer de nouveaux investisseurs dans l'agro-industrie, notamment dans la transformation locale des matières premières, ainsi que dans le secteur de l'économie numérique. La santé économique globale du pays fait l'objet d'une surveillance accrue par les investisseurs. 6,5 sur 10, c'est la note risque pays attribuée à la Côte d'Ivoire pour cette année 2026, un chiffre en légère hausse par rapport aux 6,3 de l'exercice précédent, selon les conclusions de la 10e conférence risque pays organisée par Bloomfield Intelligence récemment à Cocody. L'événement a été le théâtre d'un diagnostic en marge des présentations. Un panel de haut niveau a réuni des responsables politiques ivoiriens pour décrypter ces indicateurs et anticiper les défis à venir. Les détails avec Jean-Mélène Biti. Pour cette 10e édition, Stanislas Zizé est revenu sur l'objectif de cet événement. L'idée, c'est de pouvoir mettre en relief les problématiques des pays africains de façon contextuelle, pour permettre aux acteurs de trouver des solutions également contextuelles. Participant à un panel politique de haut niveau sur les défis de la stabilité, Charles Bligoudi a livré sa recette pour des élections sans violence. Il faut nous demander à nous, partis politiques, de sortir courageusement de la commission électorale indépendante. Et on la confie à des techniciens. Jacques Roux, maire du plateau, quant à lui, a invité la jeunesse à faire confiance à la nouvelle classe politique. Aujourd'hui, je pense que cette nouvelle donne d'homme politique pourrait le permettre d'avoir plus confiance et puis savoir qu'il n'y aura plus de cristallisation de personnes politiques. Parce que ce qui a créé un peu ces situations en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils se disent que c'est derrière nous les situations où il y avait beaucoup de crises et qu'ils aient confiance aux hommes politiques qui viennent aujourd'hui. Michel Gbagbo, lui, a analysé les raisons du désintérêt des jeunes pour la politique malgré le poids démographique. On a un clientélisme qui est profond, qui est mal géré. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Si vous votez contre le candidat de celui qui est aux affaires, il n'y aura pas de développement. Tout ça, je pense que ça inhibe la volonté de participation des jeunes. Le ministre Mamadou Touré, quant à lui, a appelé les acteurs politiques à plus de responsabilités. Qu'on soit du PDCI, du RHDP, du PPAC, etc., c'est notre responsabilité d'avoir la posture, le discours et les actions qui ne fassent pas peur à nos compatriotes. Le succès de cet événement est tel que plusieurs pays africains ont déjà émis le souhait d'abriter une prochaine édition. L'actualité est aussi dominée par la dissolution de la commission électorale indépendante. Si l'annonce a été faite en Conseil des ministres, c'est aujourd'hui la méthode juridique qui divise. Juristes et politistes s'interrogent sur l'ordonnance prise par le chef de l'État pour valider cette décision. Pour le juriste Geoffroy Julien Kwao, cette procédure soulève des questions de fond. Le débat mérite
d'être menée, en ce sens que la commission électorale indépendante a été créée en 2001 par une loi. Subséquemment, au regard du principe sacro-saint du parallélisme des formes, c'est par une loi que la CEI peut être dissoute. À l'espèce, elle a été dissoute par une ordonnance. Alors, l'ordonnance, c'est un décret-loi qui a un double aspect. Un aspect réglementaire, parce que pris par le président de la République, et un aspect légal, parce que relevant du domaine de la loi et ratifié in fine par le Parlement. Le problème, c'est que certes, la Constitution permet au président de la République par ordonnance d'intervenir dans le domaine législatif, mais cela ne peut se faire qu'après l'autorisation du Parlement, et ce par le biais de ce qu'on appelle une loi d'habilitation. Cette loi peut être a posteriori ou pas? Non, elle est d'abord a priori, parce qu'il faut d'abord l'autorisation du Parlement. Voilà, Geoffroy Julien Kouao, juriste et analyste politique, a été joint par Ousmane Kanté. Mais au-delà de la bataille de droit qui se joue dans les bureaux, qu'en pense-t-on sur le terrain? Direction le nord du pays, à Korogo. Créée en 2001, la CEI vivait ces dernières heures sous le feu des critiques. Dans la cité du Poro, notre correspondant Tommy Corona a recueilli les attentes des populations entre espoir et vigilance. Les habitants s'expriment sur ce que devrait être le futur organe chargé des élections. Un reportage signé Tommy Corona, notre correspondant à Korogo. Il faut de la transparence pour éviter les fraudes, les affrontements. Cet organe vraiment doit être vraiment transparent. Voilà, c'est ce qu'on reproche beaucoup aux organes en charge de cette question, parce que là, quand il s'agit des élections, il faut vraiment que tout soit vraiment transparent. Il faut que les résultats soient donnés comme rapportés sur le terrain, et aussi éviter de faire des magouilles après que les résultats sont à leur niveau. Mais concernant, je pense qu'il faudrait que ce nouvel organe soit inclusif, qu'il réponde à l'attente de tous les partis politiques en place en Côte d'Ivoire actuellement, vu que nous sommes en démocratie. C'est-à-dire quoi? Toutes les propositions des différents partis politiques en Côte d'Ivoire soient pris en compte dans ce nouvel organe. Ce serait d'être un peu clair autour des élections, de toutes les élections qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Il faudrait que chaque parti puisse donner son avis, et que son avis soit pris en compte pour qu'il y ait une certaine clarté dans tout ce qui va se passer. Je dis que si on met des organismes en sa place et qu'on les change, c'est que ça ne va pas. Dans cette affaire, je répète, beaucoup l'ont dit, c'est une question d'honnêteté. Il ne faut plus de transparence. Moi, je préconise ça. Afin d'éviter le va-et-vient, je voudrais que cet organisme-là soit convaincant intellectuellement et tout. Afin d'éviter ce que nous avons connu, c'est-à-dire les zizanies, les tensions là. Je pense que plus de transparence et puis la rapidité, la proclamation pour les résultats, pour éviter toutes ces tensions-là. Parce que avant, paraît-il qu'il y a eu trop de magouilles, il y a eu trop de lenteur, donc voilà. Nous le disions en titre, une inquiétude pour le quotidien des Ivoiriens, c'est le coût de la vie. L'onde de choc de la crise au Moyen-Orient atteint nos côtes. La fermeture du détroit d'Ormuz pèse directement sur le prix des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Depuis ce mois de mai, le litre du carburant à la pompe est en hausse. Une situation qui pourrait s'aggraver selon l'économiste et banquier Guillaume Liby, qui propose des pistes de solutions au gouvernement pour freiner l'inflation et protéger le pouvoir d'achat. La Côte d'Ivoire est un grand importateur de riz pour environ près d'$1 milliard, de même que nous importons également du poisson congelé, du blé. Et donc, lorsque la navigation maritime est perturbée, évidemment, ces produits-là connaissent une perturbation. Il va y avoir donc des problèmes de navigation, des problèmes de logistique, des problèmes d'assurance. Le coût d'assurance va monter, donc évidemment, tout cela va se répercuter sur le prix final. Donc, la probabilité que ces produits-là connaissent une hausse des prix est réelle. Alors, ce qu'il faut faire pour le gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation
augmentation opportuniste. C'est-à-dire que les gens profitent du fait que, on estime que une augmentation des prix de ces produits alimentaires là pour surenchérir et augmenter davantage. C'est pour ça qu'il faut contrôler, qu'il faut prendre des mesures de sorte à identifier les produits susceptibles d'augmentation et de discuter donc avec les opérateurs pour définir et maîtriser le coût de revient, qu'il n'y ait pas donc d'augmentation supplémentaire. De même que le gouvernement pourrait également réviser ces taxes et ces autres coûts qui permettent de réduire le coût pour les populations les plus fragiles. Guillaume Libi, économiste et banquier, a été joint par Aoussi Potin. On parle à présent de protection sociale. Améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs migrants, c'est tout l'enjeu de la deuxième phase du projet Agridom. Le lancement officiel de ce programme piloté par l'Organisation internationale du travail OIT en partenariat avec la Suisse a eu lieu le mercredi dernier à Abidjan. On fait le point avec Ismaël Ango. Le projet Agridom 2 cible les travailleurs migrants sur le corridor Côte d'Ivoire, République de Guinée. Porté par l'Organisation internationale du travail, il vise à améliorer leurs conditions de vie et de travail dans les secteurs de l'agriculture et du travail domestique. Ndei Koumba Diop, directrice de l'OIT à Abidjan. L'approche de ce projet, c'est vraiment de s'assurer que les travailleurs migrants peuvent avoir accès à la protection sociale, un contrat, un syndicat pour se protéger, peuvent avoir accès à la formation professionnelle pour s'améliorer dans son travail. Cette nouvelle phase du projet Agridom met également l'accent sur le genre, la protection des femmes migrantes et des enfants migrants. Un programme financé par la Suisse. Dominique Favre, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Avec des bonnes politiques, ces gens-là peuvent vivre avec dignité et peuvent exercer leur travail en toute sécurité. C'est ce que la Suisse recherche. Pour les syndicats, ce projet représente une avancée importante. Honora Tano, coordonnateur de la plateforme des centrales syndicales sur la migration en Côte d'Ivoire. Ce projet est une opportunité pour permettre à ces travailleurs-là de bénéficier des éléments du travail décent. L'objectif à terme du projet Agridom 2 est de faire de cette expérience un modèle pour d'autres pays de la sous-région. La protection des travailleurs passe aussi par la sécurité sur leur lieu de travail, ce qui nous conduit dans l'Indénié Duablin. L'autorité de régulation du transport intérieur a réuni les transporteurs terrestres de la région pour un atelier de sensibilisation au programme de cette rencontre. Tenu jeudi dernier à la mairie d'Abengourou, une immersion dans le code de conduite et les réglementations routières pour plus de sécurité sur nos axes. Le compte rendu de cette séance de travail est signé Patrick Quadio. Cet atelier a été l'occasion pour le directeur régional des transports de l'Indénié Duablin de faire un état des lieux du trafic routier dans la région. Kamagate Isiaka. Notre région connaît une croissance démographique et économique soutenue qui s'accompagne d'une intensification du trafic routier. Cette évolution nous impose de redoubler d'efforts pour prévenir les accidents. C'est donc une nécessité pour tous les transporteurs de bénéficier de cette formation qui leur permet d'être au même niveau d'information et de formation pour mener à bien leur mission. Kamagate Bakanga, directeur du contrôle et de la surveillance du transport intérieur à l'ARTI. L'objectif de cette rencontre, c'est de former tous les acteurs et de se mettre au même niveau. Parce qu'aujourd'hui, le constat est que beaucoup ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, nous faisons le tour sur instruction de notre directeur général pour essayer de mettre tous les acteurs à tous les niveaux. Nous avons constaté que ce soit l'usager comme le transporteur, il y a une nécessité de sensibilisation sur beaucoup de tests. Parce que nous, notre rôle, en la vérité, c'est ça. Donc, c'est ce qui nous a mené à faire cette sensibilisation. Les points saillants de cette formation énumérés ici par Kamagate Bakanga. Modalité d'application du permis à point, dispositions réglementaires encadrant l'utilisation de gaz butane, contrôle technique automobile et le cadre réglementaire relatif aux mutations et déclarations des véhicules. Avec cette formation, les transporteurs de la région de l'Indénié Duablin sont désormais mieux outillés à bord de leurs véhicules. Patrick Quadio, à Bangourou, Radio de la Paix. Hors de nos frontières au Soudan, l'effroyable bilan de la guerre des drones, l'alerte du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a été rendu public. Le conflit qui entre désormais dans sa 4e année franchit un nouveau seuil dans l'horreur. Selon un communiqué publié ce 11 mai, l'utilisation massive des drones fait des ravages au sein de la population civile. Rien qu'entre janvier et avril dernier, ces engins auraient tué au moins 880 civils. C'est un chiffre colossal et
cela représente plus de 80% de l'ensemble des décès de civils recensés depuis le début de l'année. Le chef des droits de l'homme de l'ONU craint que le conflit ne bascule dans une phase encore plus meurtrière. Au Tchad, état d'urgence face au défi de la guérilla N'Djamena durcit le ton dans la province du Lac. Le gouvernement tchadien a décrété depuis la semaine dernière l'état d'urgence pour 20 jours après 2 attaques de Boko Haram ayant coûté la vie à au moins 26 soldats. Si la présidence affiche sa détermination en diffusant des images de frappes aériennes, l'efficacité de cette riposte pose question. Le bilan humain s'alourdit également pour les civils. Une situation complexe alors que la coopération régionale s'affaiblit après le départ du Niger de la force multinationale mixte en 2025. La solidarité entre les États riverains n'a jamais semblé aussi fragile. On parle sport, désillusion pour les éléphantos U20 féminines. Le rêve mondialiste s'envole pour la Côte d'Ivoire. Les éléphantos ne verront pas la Coupe du monde féminine U20 en Pologne. Après un nul à l'aller 1-1, les joueuses de Mathieu Esposito ont totalement sombré hier dimanche à Lomé lors de la manche retour face à des Béninoises beaucoup plus incisives. Les Ivoiriennes ont encaissé 3 buts dès la première période. Malgré une réduction du score signé Grace André au retour des vestiaires, le Bénin a scellé sa victoire 4-1 après l'échec des cadettes. C'est une nouvelle désillusion pour le football féminin ivoirien qui voit les portes d'une phase finale à se refermer une fois de plus. Place au dossier d'actualité de ce lundi. Le développement local s'accélère dans la région du Ourodougou. Le comité de développement local minier a officiellement lancé les projets communautaires destinés aux villages situés dans la zone d'influence de la mine d'or de Séguéla. La cérémonie s'est tenue ce samedi à Tiéma en présence des autorités locales et coutumières. Au programme, infrastructures scolaires et soutien à l'entrepreneuriat. Le point dans ce dossier d'actualité avec notre correspondant régional Ibrahim Komara. Le CDLM a retenu 24 projets prioritaires pour Kwego, Tiéma et Bagana. Écoles, centres de santé, logements pour enseignants, forages et infrastructures communautaires. Les travaux doivent démarrer immédiatement avec l'implication des populations et des entreprises locales. Le vice-président du CDLM, Ibrahim Ouattara, a insisté sur la transparence et la qualité. Ces projets ont été choisis par vous, priorisés par vous, validés en assemblée générale. Ils répondent donc à vos besoins. Au CDLM, nous prenons transparence, nous prenons également la rigueur. Nous veillerons à la qualité des ouvrages, en tout cas pas de travaux bâclés. Aux entreprises adjudicateurs, respectez les délais et les cahiers des charges. La société minière Rosgold a rappelé que la responsabilité sociétale est au cœur de son engagement. Son directeur pays, Amédée Nguessan. Pour Rosgold, la responsabilité sociétale est au cœur de notre engagement. Nous sommes convaincus qu'une exploitation minière durable doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des actions concrètes dans les domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et les infrastructures communautaires. Les communautés, longtemps dans l'attente, ont exprimé leur satisfaction et leur espoir. Voici la réaction du porte-parole des 3 villages impactés, Traoré Memassa. Nous sommes très heureux parce que depuis près de 3 ans, nous sommes là en attente. En tout cas, la population était patiente, mais aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous allons le voir le lancement. Nous savons que dans quelques jours, les travaux vont bientôt commencer. Alors, nos entrepreneurs locaux qui ont été prioritaires, on leur a demandé de bien faire les travaux. Les entrepreneurs locaux bénéficiaires des contrats ont pris aussi la parole. Écoutons un entrepreneur, Meba Koulibaly. C'est une grande satisfaction pour tous les entrepreneurs et fils de la région. Nous prenons l'engagement ferme de mener à bien ces projets-là avec la plus grande efficacité, la plus grande vigilance sur l'exécution bonne des travaux. Avec le lancement de 24 projets communautaires, le CDLM concrétise les retombées de l'exploitation minière, un pas décisif vers un développement durable et équitable pour les villages impactés. Ibrahim Komara, c'est la Radio de la Paix.
L'invité de la rédaction est Christine Hoffmann, spécialiste en développement des compétences et employabilité au bureau régional de l'OIT ici à Abidjan. Se former tout au long de sa vie n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie professionnelle. C'est le message central du dernier rapport de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, publié récemment. Entre l'accélération technologique et les besoins de l'économie réelle, où en sommes-nous vraiment? Christine Hoffmann avec nous détaille les conclusions de ce rapport. Christine Hoffmann, bonjour. Bonjour. Le dernier rapport de l'OIT érige l'apprentissage tout au long de la vie en priorité stratégique. Qu'est-ce qui rend cet enjeu si pressant aujourd'hui? Nous sommes dans un monde en pleine transformation et les changements s'accélèrent. Il y a la digitalisation, l'impact du commerce, le changement climatique qui affecte nos économies et marché du travail. Il demande une adaptation permanente de nous. De plus, la pression démographique est importante ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique entière, avec des millions de jeunes qui doivent trouver un emploi sur le marché du travail. On apprend pour soi-même, mais aussi pour être employable, aussi pour créer des emplois et pour l'économie et les secteurs qui évolue. Selon ce rapport, seuls 16% des 15-64 ans ont accédé à une formation structurée au cours de l'année écoulée. Alors, quels sont véritablement, selon vous, les principaux freins à cette participation encore limitée? Si vous avez un emploi formel, vous avez environ 2 à 3 fois plus de chances de recevoir une formation structurée que si vous êtes en emploi informel. Et en Afrique, 85% environ des travailleurs sont dans l'informel. Par ailleurs, nous montrons aussi que le niveau d'éducation est un déterminant important de l'accès à un apprentissage structuré dans la vie professionnelle. L'informalité et l'éducation initiale, il y a d'autres inégalités pour les personnes en situation de handicap, pour les travailleurs migrants, les personnes déplacées de force. Il est beaucoup plus difficile d'accéder à des formations. Il y a des barrières financières, mais aussi d'autres qui sont liées aux horaires, aux distances, les responsabilités de soins, surtout pour les femmes, ou simplement le fait que le type de formation qu'on cherche n'est pas disponible sur place. L'OIT invite dans ce rapport les États à placer l'apprentissage tout au long de la vie au cœur des politiques économiques et sociales. Qu'est-ce que cela implique véritablement pour les gouvernements? Les États sont appelés à renforcer les systèmes d'apprentissage tout au long de la vie, à travers plusieurs choses comme la coordination, comme on voit qu'il y a une fragmentation. La gouvernance qui est basée sur le dialogue social, un financement pérenne, mais aussi des parcours professionnels qui sont flexibles. On a besoin d'une assurance qualité pour les formations et surtout une approche inclusive. Mais en amont d'un système bien établi qui va au-delà de la formation initiale, il faut avoir une vision holistique de l'apprentissage tout au long de la vie et l'intégrer dans tous les domaines de politique. Tous ont besoin de cette vision de l'apprentissage tout au long de la vie. Les pays africains ont leurs différentes réalités, en particulier au contexte de la Côte d'Ivoire. Comment ces orientations globales peuvent-elles être adaptées à nos réalités? L'informalité et l'accès à des formations de qualité restent un défi majeur en Afrique, comme vous dites. Donc, en amont de renforcer le système et les programmes en place avec des acteurs ici en Côte d'Ivoire comme le Fonds de développement de la formation professionnelle, l'AGEFOP ou aussi les ministères qui investissent en étroit partenariat avec les entreprises et l'école de la deuxième chance, par exemple. Il faut qu'on valorise les compétences qui existent et qui sont souvent acquises de manière informelle avec, par exemple, un système de validation des acquis de l'expérience. Il y a des dispositifs en place déjà ici en Côte d'Ivoire. On peut aussi valoriser les compétences acquises par l'apprentissage traditionnel, qui est encore très répandu ici dans le secteur de l'artisanat. Et l'amélioration à travers une formation complémentaire ou à travers un examen de fin d'apprentissage menant à un certificat de métier qui est récemment introduit sont des excellents pas déjà ici en Côte d'Ivoire. Quels sont selon vous les messages et les enseignements à retenir de ce rapport de l'OIT? Premièrement, il faut investir dans l'apprentissage tout au long de la vie, sur un modèle de partage de coûts, certes, mais avec des modèles flexibles, adaptés au contexte qui favorisent l'inclusion et l'égalité d'accès. Donc, deuxièmement,
pour réussir dans les marchés de travail d'aujourd'hui, il faut une combinaison de multiples compétences. Il faut savoir communiquer avec les clients aussi, savoir résoudre des problèmes, interpréter les nouveaux manuels, etc. On a mené des analyses des offres de postes qui ont montré ça. Il y a des ensembles de compétences qui vont de pair. Il y a aussi encore des compétences qui sont sous-valorisées dans nos économies, comme par exemple les compétences pour les soins. Et troisièmement, les programmes de formation sont plus efficaces quand ils sont conçus de façon globale ou transversale. Ça veut dire qu'on inclut l'orientation professionnelle, la certification et aussi des appuis post-formation comme la recherche d'emploi et l'entrepreneuriat, en particulier pour les femmes. Quel appel souhaitez-vous adresser aux décideurs et aux partenaires? Nous devons comprendre que les systèmes d'apprentissage tout au long de la vie sont le pilier fondamental des sociétés et économies justes et équitable. Le droit à l'éducation et la formation tout au long de la vie doivent devenir des vraies réalités. Et ça demande un effort collectif de coordination pour surmonter les fragmentations qu'on voit, une gouvernance effective qui est basée sur le dialogue social et des financements pérennes, flexibles et ciblés aux groupes défavorisés. Merci à vous, Christine Hoffman, pour votre disponibilité. Merci à vous. C'était un plaisir. Nous étions en compagnie de l'invité de la rédaction, Christine Hoffman, spécialiste en développement des compétences au bureau régional de l'OIT à Abidjan. C'est ici que prend fin ce journal, le rappel de l'essentiel. Côte d'Ivoire, le risque pays s'établit à 6,5 sur 10 selon le dernier rapport de Bloomfield Intelligence. Un indicateur en légère hausse qui appelle à une vigilance accrue des investisseurs malgré la résilience de l'économie nationale. La crise au Moyen-Orient s'invite à la pompe en Côte d'Ivoire suite à la fermeture du détroit d'Ormuz. Le prix des hydrocarbures repart à la hausse ce mois de mai, menaçant directement le pouvoir d'achat et l'inflation globale. L'actualité sur nos antennes et sur nos plateformes numériques avec la revue de presse présentée par Mel Emmanuel se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve à 15h.